pourquoi quand on arrive sur un chantier, on voit bien les réactions des gens. Attention, il y a la sécurité. Enfin, les gens même, ils vont mettre leurs EPI en nous voyant arriver. Ils vont commencer à se mettre en sécurité en nous voyant arriver. Et là, ça pose un vrai problème. Enfin, si on prend du recul, on se dit mais pourquoi les gens nous voient pas comme un soutien, comme un appui? Parce que finalement, moi, mon rôle, et je dis souvent, hein, je parle jamais d'argent, de planning. Moi, le but de mon métier, quelque part, c'est que les gens rentrent chez eux en bonne santé le soir. Alors, il y a différentes méthodes de préparation, de planification. Mais finalement, le but ultime, c'est que les gens, ils viennent travailler, ils gagnent leur vie. On dit souvent, gagner sa vie, c'est bien, rentrer en bonne santé, c'est mieux. Donc, c'est beaucoup de pédagogie. Les entreprises, elles sont différentes au niveau de l'approche. On parle souvent de culture sécurité. La culture sécurité, si on veut résumer, c'est que la sécurité, elle concerne chaque membre de l'entreprise, à chaque étape des projets, en fait. On peut pas dire, il y a le responsable sécurité qui gère la sécurité, et puis nous, on gère les travaux. Ça marche pas. En tout cas, ça marche plus. C'est vraiment instaurer une culture de sécurité. Déjà, ça part du patron. Si le patron il fait ça parce que on l'oblige, ça marche pas. Il faut que de tout en haut de la pyramide jusqu'en bas, qu'il y ait le même discours à chaque étape du projet. On parle de sécurité, de prise de risque déjà dans l'appel d'offres. Quand on répond à un appel d'offres, si on prend pas en compte la sécurité, déjà on va faire des erreurs. Et puis au final, qui c'est qui va en pâtir? C'est les gens qui travaillent sur le chantier. Et eux, ils trouvent toujours des solutions. Système D, quoi. Voilà. Enfin, on parle souvent de planification. Enfin, c'est vraiment la sécurité. Elle se gère beaucoup en amont des chantiers, des projets. On peut régler beaucoup de sujets en amont. Sur le choix du matériel, le choix des hommes, les formations à prévoir, enfin, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que il arrive des fois des personnes à la sécurité qui passent, qui vont constater une situation à risque. On dit c'est le gars qui a pris des risques et qui fait n'importe quoi, mais peut-être qu'en amont le matériel il était pas prévu il avait pas le bon matériel. Enfin, c'est toute une chaîne. Souvent quand il y a des accidents, on fait un arbre des causes. Enfin, on a déjà tous entendu parler de ce mot, arbre des causes. C'est comme un jeu de domino en fait. Et puis si on enlève un domino, et ben en fait à la fin il n'y a pas l'accident. Et à la fin l'accident c'est pourquoi les gens ils acceptent de prendre des risques finalement. On parle souvent de situations à risque, mais au final il y a plein de choses qui font que les gens ils acceptent de travailler en danger. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer en tout cas moi j'essaye de travailler, c'est il faut que les gens ils aient confiance en nous et il faut qu'ils aient confiance en leur encadrement et qu'ils aient la capacité de dire non moi je veux pas faire, c'est dangereux, ou non je veux pas faire, je sais pas faire. Et on est encore loin de ça, et il y a des contextes. On est dans une boîte d'intérim, enfin de placement temporaire. Je comprends très bien un intérimaire qui arrive le lundi matin, qui est motivé, qui est plein d'énergie, et puis il ose pas dire non, ou il ose pas dire qu'il sait pas faire. Il faut avoir une certaine capacité à dire que je sais pas faire, et puis on l'envoie faire des choses. Le gars il va s'adapter, il va essayer, et puis on se rend compte qu'il y a des accidents. Souvent, je parlais du personnel temporaire, c'est une population à risque. Parce que ils sont en situation de nouvel embauché à chaque fois dans les entreprises. Faut qu'ils fassent le mieux, quoi. Faut qu'ils fassent le mieux. Ils sont pas forcément accueillis correctement. Parce que finalement, on se rend compte que quand l'accueil il est bien fait, on vérifie si les personnes elle est compétente pour le poste pour lequel elle a été engagée. Et puis voilà, il faut mettre les gens en confiance. Enfin moi Non, c'est clair que il y a plusieurs choses qui rejoignent ça, mais quand on revient sur la question de fond, moi c'est que parce qu'on est un peu parti dans quelque chose d'autre. Le truc c'est que je pense que les gens ils en ont peut-être peur parce qu'en fait ils ont peut-être peur de perdre leur emploi, et puis souvent on va pas se mentir, sur les chantiers de grosses œuvres il y a quand même une grosse cadence qui est demandée aux employés, et parfois la sécurité c'est vrai qu'elle est un peu mise de côté. Des fois pour aller plus vite, et puis on n'a pas l'impression d'être en situation de danger, et des fois on a l'impression de dire à notre supérieur attends, là faut monter peut-être une tour d'étaiement ou quelque chose pour faire ce coffrage, cette installation, et après des fois ils vont nous dire ouais mais ça met beaucoup de temps, mais comme tu dis, mais là à ce moment-là c'est déjà trop tard en fait. Que t'es à dire il faut monter une tour d'étaiement, c'est quelque chose qui a dû être vu en amont. La tour d'étaiement, elle doit être montée avant de commencer les travaux. Et là, après, on a une problématique, et il faut résoudre cette problématique. Parce que les gens, ils vont aller au plus rapide, c'est vrai. Moi, on m'a toujours dit, enfin, j'ai connu, dans ma carrière, j'ai connu des personnes qui me disaient qualité plus sécurité égale productivité. Un chantier bien organisé,
On parle souvent des accès, mais c'est pareil, les accès, si on se déplace facilement sur un chantier, on va peut-être travailler plus à l'aise. L'arrangement du matériel, l'organisation du matériel. Mais effectivement, le QSE, souvent, il est mal vu. Parce que les gens, ils ont peur de prendre des sanctions. C'est un contexte même au-delà de ça. Des fois, j'ai l'impression que finalement, on dit il y a la sécurité qui peut passer. En fait, c'est aussi parce qu'on a l'impression, selon moi, la sécurité, c'est un frein à ce que les choses se déroulent plus simplement. Sauf que qui dit plus simple peut dire plus dangereux aussi. Je pense aux machines, typiquement, aux choses comme ça. Et c'est vrai que là, en effet, on parlait d'un aspect global, et je pense que la sécurité elle doit être prévue là-dedans. Mais c'est vrai que des fois, quand on dit c'est tout con, mais les meuleuses où il n'y a pas l'écarteur, pour eux c'est normal, parce qu'ils n'ont jamais eu de problème, jusqu'au jour où ils en ont un. Mais sur le nombre de fois qu'ils l'ont utilisé, ils n'ont jamais eu de soucis, puis ils se disent voilà, et puis si le gars il passe, ok, je le mettrai. Et c'est un peu quand les souris dansent quand le chat n'est pas là, quoi. Et c'est un peu ça, quoi, où t'as l'impression. L'approche de la sécurité, voilà. Un maçon, on voit le résultat de son travail, il y a un mur. C'est visible. Tu le vois, ouais. Le travail d'un responsable sécurité ou d'un chargé de sécurité ou d'une personne en charge de la sécurité, peut-être que son travail au quotidien va permettre d'éviter des accidents, mais on le sait jamais ça. Peut-être que moi, dans ma vie, j'ai dit le bon message à la bonne personne au bon moment, elle a pris la bonne décision et elle n'a pas eu d'accident. Mais ça, c'est pas quantifiable. Et c'est du préventif aussi. Voilà, ce qu'on quantifie, c'est les accidents. Ouais. Il y a des statistiques, les taux de fréquence, taux de gravité, mais les résultats positifs de la sécurité, ils se voient à long terme. Et puis, on parlait de est-ce que c'est possible, mythe ou réalité, là, le zéro accident. Déjà, c'est un objectif. Et puis, est-ce que si on a un accident, c'est qu'on n'est pas bon en sécurité ? Où c'est qu'on met le curseur ? Parce qu'il y a des gens qui ont... La sécurité, c'est une approche au quotidien que chaque personne de l'entreprise doit avoir. Et si tout le monde ne tire pas dans le même sens, ça marche pas. Ouais, c'est un comportement aussi, quoi. C'est une façon d'être, en fait. C'est une façon d'être dans l'entreprise, une culture... Ouais. Qui part du patron. Le patron, il véhicule une énergie, un message. Il faut que les gens ils se sentent complètement à l'aise avec la sécurité. Ouais, c'est juste. Ouais. On est là pour travailler, on n'est pas là pour se foutre en l'air. Et je parle de protection de la santé, c'est la même chose, l'exposition aux produits dangereux, enfin... Ok. La sécurité, c'est pas moi. Je Ouais, dis souvent, c'est pas moi, c'est vous les gars, vous travaillez sur les chantiers. S'il manque une barrière, n'attends pas qu'on dise de rajouter la barrière. Voilà, souvent aussi sur les chantiers, on va prendre, je dis ça, on va faire des remarques ou prendre la tête sur des petites choses. On nous reproche souvent ça aussi. Mets ton casque et puis derrière, il y a des situations bien plus dangereuses qui se passent. Il faut avoir une approche, il faut faire beaucoup de pédagogie et puis il faut être capable d'être dur avec les gens qui veulent pas comprendre parce que malheureusement, peut-être on sauve la vie à une personne, mais on le sait pas. Et puis mettre les gens en confiance, c'est aussi leur permettre de faire remonter les situations à risque. Des fois, il y a des presque accidents. Ça arrive à tout le monde sur un chantier de dire putain, là j'ai eu chaud. Mais peut-être que demain, le collègue il va avoir l'accident. Et si le gars la veille, il a eu confiance à faire remonter la situation à risque à son chef sans avoir peur de se faire engueuler parce que les mecs ils se disent putain, j'ai fait une connerie. Et peut-être le lendemain on évite l'accident. Oui, c'est juste. Et voilà, c'est Ok. C'est vraiment... Donc toi, si tu avais par exemple un message aujourd'hui ou un conseil, quelque chose à faire passer aux compagnons qui sont sur le chantier, ça serait lequel pour répondre à finalement cette question? Ayez confiance, la vie est plus importante que tout le reste, je dirais. La santé, enfin vos familles, elles comptent sur vous. C'est facile de le dire comme ça, après c'est tellement un vaste sujet, mais... Enfin, il faut être capable... Je dirais même, si votre chef vous force à vous mettre votre vie en danger... Il faut peut-être réfléchir à changer d'entreprise ou de... On peut pas mettre en jeu la vie des gens, quoi. Et moi, quelqu'un qui me fait remonter sur un risque, sur un chantier, je vais le valoriser. Je vais le valoriser parce que c'est quelqu'un qui sait prendre du recul. Là, c'est pas normal. On travaille dans une tranchée, 2 mètres de profondeur, il n'y a pas de blindage. C'est pas normal. Ouais. Ça, à notre époque, c'est pas normal. Pourquoi le gars il est descendu? Parce que tu peux te dire pourquoi le gars il est descendu, mais pourquoi il n'y avait pas le blindage sur le chantier? Et pourquoi le machiniste il a accepté d'ouvrir une tranchée alors que le blindage n'était pas à côté? C'est toute une chaîne en fait. Et au final, le gars il faut pas qu'il descende. Je veux dire, parce que les gens sur les chantiers ils connaissent. Enfin, ils savent très bien. Alors des fois ils n'ont pas conscience. Il y a certains risques comme l'électricité par exemple, c'est pas visible. Oui. Donc la notion du danger elle est difficile. Et malheureusement quand ça arrive c'est très grave. Et voilà, c'est oser dire non, oser lever la main, oser dire que... Parce que votre responsable, il a peut-être 1000 choses à gérer aussi. Et il voit pas tout. C'est une vérité, ça aussi. Le contremaître, il est sur le chantier, il doit gérer les approvisionnements, le matériel, les congés de l'un, l'absence de l'autre.
Et peut-être il y a quelque chose qu'il va pas voir. Donc parfois, il faut des gens un peu responsables, quoi. C'est ça que tu veux dire si chacun l'est, peut-être qu'en effet, ça chacun a la capacité en fait Ouais. de voir quand il se met en danger, quoi. Il faut pas accepter de se mettre en danger sur un chantier. On parle souvent aussi de la notion de danger et de risque. On dit on prend un risque. Donc on est quelque part libre de pas le prendre, ce risque. Tout à fait. Mais, je répète, il y a certaines situations où il y a une certaine pression qui s'instaure sur les chantiers. Ça gueule. Le premier qui dit non, ça je fais pas, c'est dangereux. Il faut dire la vérité, hein. Et, ouais, bah lui il veut pas bosser, c'est un branleur. C'est un message à faire passer à tous les niveaux. C'est à tous les niveaux. Et quand je dis souvent, je répète, c'est le patron de l'entreprise qui doit véhiculer ce message. Ouais, de l'exemplarité. Si le gars de la sécurité il dit une chose et puis derrière, vas-y fais, il faut qu'on termine vendredi, ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Parce que voilà, c'est un sujet, c'est un sujet intéressant parce qu'on c'est vraiment les humains en fait. On a affaire à des humains sur les chantiers et c'est le respect des gens en fait. On doit respecter les gens qui travaillent sur nos chantiers et puis on doit pas tolérer. C'est ce que je dis aux responsables de mon entreprise. Quand on constate une situation à risque, on doit pas tolérer de rien dire, quoi. On n'a pas le droit de rien dire. Il faut qu'on fasse demi-tour, qu'on aille voir la personne et qu'on explique. Parce que c'est bien le tout mais il faut expliquer aussi aux gens. Voilà. Ah bah ça c'est clair. Donc je suis peut-être un peu sorti du sujet, mais c'est bien, il y a matière. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a matière et Fabrice il est chaud donc c'est bien. Donc j'espère qu'on nous entend bien avec les masques. Non, c'est clair. Donc du coup après pour dérouler, du coup je reviens sur le thème principal. Donc selon vous, le zéro accident, c'est un mythe ou une réalité? Toi Jordan, si tu veux répondre là-dessus. En fait, je pense qu'en effet, il y a plein de trucs à prendre en compte et en effet, c'est pas une personne qui doit réfléchir à ça. C'est chacun doit être intervenant là-dedans, comme on vient de dire. Et pour le coup, si tout le monde a son grain de sel et apporte en effet un peu de sécurité ou d'information ou de prévention sur tout ça, je pense que on limite. Je pense que c'est toujours le côté où limiter. C'est possible. Après, le zéro accident, le but c'est de s'en approcher, quoi. J'imagine. Et puis attention, après on part d'accident et d'accident. Il y a encore, il y a une coupure et il y a aussi un décès. Enfin, je veux dire, il y a aussi de la gravité, comme on parlait tout à l'heure. Bien évidemment, c'est de pas en avoir. Maintenant, on va pas catégoriser. J'ose imaginer qu'on catégorise pas la même chose quand on a une coupure, que ça soit même avec une scie circulaire ou quoi que ce soit, ou avec un décès. Enfin, je veux dire, la gravité n'est pas la même, mais il y a quand même une étape qui doit être revue ou quoi que ce soit dans le processus. Voilà, le but, encore une fois, je pense, c'est de s'en rapprocher plutôt. C'est existant. Il y a plein de cas où juste même déjà le nettoyage d'un chantier, c'est de la sécurité. Et j'ose imaginer que c'est la base. Et pour des fois, on se dit, mais ça, je le ferai plus tard ou quoi que ce soit. Et on voit bien, il y a des chantiers où c'est picobello, d'autres où c'est un peu plus... c'est différent, on va dire. Et c'est vrai que sur cet aspect-là, c'est chaque élément qu'on peut négliger, c'est peut-être un manque de sécurité. Et donc voilà, donc après, le zéro, c'est pas je pense que c'est compliqué parce que tout le monde doit mettre doit être impliqué là-dedans et voilà, il y a tout. Ouais, ok. Moi je pense que c'est un mythe, c'est un message plus poétique, mais je m'expliquerai après. Fabrice. Moi encore une fois beaucoup de choses à dire. En tout cas, juste j'aimerais que les gens ils aient confiance en nous. Quand je dis nous, l'encadrement des entreprises et puis les personnes qui sont à la sécurité, quoi. Voilà. Okay. Alors le zéro accident, en fait, la genèse du zéro accident, par rapport à ce que j'en sais moi, c'est que à une époque, les entreprises, elles avaient des objectifs de taux de fréquence, taux de gravité. Les taux de fréquence, en gros, c'est un taux par rapport au nombre d'heures travaillées sur un chantier. C'est le nombre d'accidents. Et puis il y a le taux de gravité, c'est la gravité des accidents, c'est le nombre de jours perdus. Donc il y a des statistiques qui étaient faites. Et puis à la fin de l'année, les entreprises, elles disaient, nous, l'année prochaine, on doit diminuer par 2 nos taux. Et puis en fait, au bout d'un moment, il y a des personnes qu'on dit que avoir des objectifs de taux de fréquence, c'est accepter l'idée d'avoir des accidents quelque part. Ouais. Donc on s'est dit zéro accident. Objectif zéro accident. Mais voilà, c'est un objectif. Mythe ou réalité, moi j'aime pas trop parler en zéro accident, mais l'objectif c'est diminuer les risques. Objectif zéro risque. Je préférerais plutôt dire ça. Objectif zéro risque et peut-être, on espère tous qu'il y aura zéro accident. Parce que les accidents, on parle de gravité, mais il y a souvent des accidents de chute de plein pied. Le gars il tombe,
Le gars, il descend de son camion, il saute, hop, il se fait une entorse. En plus, ça, d'ailleurs. C'est peut-être le plus courant, je crois, dans les statistiques. Bah, souvent, voilà, on parlait de disqueuses. Ouais. C'est les disqueuses. Ça revient beaucoup, ça. Je passe tous les jours sur les chantiers et tous les jours, je vois des disqueuses utilisées sans la poignée, sans le capot. Ouais. Parce que c'est plus simple d'utilisation. Il y a des métiers où les gars, ils se disent que le capot, ça gêne et tout. Sauf que c'est des sources d'accidents très importantes dans le BTP. Parce que quand il y a un disque qui pète et que les gens ils le prennent dans le visage, tous les matins quand ils vont se réveiller dans la glace, ils vont regretter de pas avoir mis le cache. Ça, c'est difficile de le faire comprendre aux gens. Et peut-être que des fois, la disqueuse, c'est pas l'outil adapté à faire ce qu'ils font. Voilà, c'est donc zéro accident, c'est vraiment un objectif que beaucoup d'entreprises se fixent. Souvent, d'ailleurs, on voit sur les réseaux, LinkedIn ou des entreprises qui se font. Je suis souvent interloqué. Il y a des gens qui mettent en avant. On est 1400 jours de travail sans accident avec arrêt. C'est important la petite précision avec arrêt, parce que voilà, il y a des entreprises. Elles valorisent le fait de ne pas avoir d'accident avec arrêt. Mais combien elles ont eu d'accidents sans arrêt? C'est important aussi, ça. Parce qu'on parle souvent de postes aménagés dans les entreprises. Ça, c'est un côté pervers. Il y a des entreprises, elles veulent pas que les gens soient en arrêt. Ah ouais, donc, alors là, je mets le doigt dans quelque chose d'assez sensible, mais de faire des objectifs très... ça a des côtés pervers. J'ai connu des entreprises qui donnaient des primes aux gens qui n'avaient pas d'accident sur les chantiers. Le résultat pervers, c'est que le petit gars qui se coupe le doigt, là, ses collègues, ils vont lui dire « Tu dis rien à personne parce que sinon la prime, elle va sauter à la fin du mois. Ouais. » Enfin, c'est une approche... voilà, le zéro accident, c'est un objectif, on veut tous. On peut pas être contre cet objectif. On parle de mythe ou réalité. Non, moi, je suis pas... C'est clair. Non, mais je veux dire, on a tous envie qu'il y ait zéro accident, quoi. Que ça se passe au mieux. C'est dramatique quand il y a des accidents graves, pas graves, voire... Moi, c'est pour enchaîner, mais si on peut revenir, tu vois, sur la genèse en fait de cet épisode, et pourquoi je dis ça comme titre, c'est parce que justement, pareil, je vois les posts sur LinkedIn ou sur certains réseaux de certaines entreprises, exactement, ces slogans, ces choses, 1500 jours, sans accident, etc. Souvent sans accident avec arrêt. Avec arrêt, ouais, bien sûr. Ouais. Sans accident avec arrêt. Qu'est-ce qu'il y a derrière voilà. Donc en fait, le truc, c'est que moi, ce que je constate, c'est-à-dire que pour des entreprises, oui, finalement, c'est possible. Je pense sincèrement qu'il y a des chantiers qui peuvent être faits sans accident. Bah, ça arrive tous les jours, ça arrive. Effectivement, clairement, dans certaines boîtes. Mais dans d'autres, non. Donc en fait, c'est pour ça que je dis que... Et après, oui, je pense qu'aussi il y a des trucs vachement politiques. C'est-à-dire que peut-être qu'une boîte, peut-être un grand groupe ou quoi, qui arrive à maintenir un cap de jours sans accident, peut-être qu'il y a une subvention, peut-être qu'il y a des trucs, peut-être qu'il y a plein de choses. Je me permets, pardon, c'est un argument commercial dans les entreprises. Exactement. C'est-à-dire quand on répond à un appel d'offres, on met ses statistiques, son accidentologie d'entreprise. Ça rentre en ligne de compte, en fait, dans les appels d'offres. Donc, quelque part, c'est devenu un argument commercial. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, ça coûte au-delà de l'argument commercial. Mais pourquoi les métiers comme nous, ils existent? C'est que les entreprises se sont rendues compte que les accidents, ça coûtait énormément d'argent. Et qu'il fallait peut-être faire quelque chose pour... ça permet d'économiser de l'argent. La SUVA, je ne sais plus si les chiffres sont exacts, mais ils disent, sur la charte sécurité de la SUVA... pour un franc investi dans la prévention, on économise 2,5 francs. Je crois avoir vu ça dans une vidéo, mais c'est vrai. L'argent qu'on investit dans la sécurité, quelque part, va permettre d'éviter d'avoir des accidents, de la casse matérielle. Quand il y a un accident, la personne elle est chez elle. Il faut la remplacer, il faut reformer la personne. Enfin, ça a des coûts énormes. Et donc moi, on s'en rend compte quand il y a des accidents, malheureusement. Tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même un peu... une petite magouille politique, je dirais, derrière, quand même, avec ce grand message, même si les gens ont des bonnes intentions. Je ne mets pas en doute. Oui. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt ça, et des fois, peut-être qu'il peut y avoir des trucs un peu terribles derrière en disant tu t'es coupé, tu t'es fait un truc, déclare pas trop. Parce qu'il y a plein de choses comme ça. Donc, pour moi, je pense que cette question, c'est une question qu'on peut en parler pendant beaucoup de temps. Mais je crois que les mentalités, elles changent. Enfin, j'ai l'impression quand même que les entreprises, elles veulent quand même vraiment... je pense que oui. Je suis persuadé. Déjà, vous, aujourd'hui, quand vous accueillez vos temporaires et tout, il y a une vraie notion d'approche sécurité. Aujourd'hui, c'est qu'aussi, si on remonte, je pense, à quelques décennies en arrière,
même voire même plus loin, on va dire à 50 ans, la valeur des ouvriers, c'était pas la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, c'est comme à la guerre ou autre, avant, sur le champ de combat, tu perdais 10 000 hommes. Aujourd'hui, quand on perd en France un homme au combat dans la zone subsaharienne, ça fait des gros titres. Mais aujourd'hui, et c'est pareil pour les chantiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les employés ont quand même plus de valeur qu'avant. Donc c'est pour ça que les gens font quand même... Puis il y a tellement de choses à dire, on pourrait en parler des jours et des heures, mais pareil, le milieu du chantier, c'est un milieu d'hommes, faut dire ce qui est. Il y a des hommes. Le milieu d'hommes, c'est un milieu où on se plaint pas. Ouais. Les mecs, on n'est pas des mauviettes, quoi. Putain, c'est ça. Tu sais rien. J'ai vu des mecs qui avaient le doigt en sang. Non, mais c'est bon, ils se mettent un bout de. Et rugbyman, quoi. Enfin, on a le droit d'avoir mal. On a le droit de pas avoir envie de se mettre en danger. Enfin, c'est à ce niveau-là que je dis que les mentalités elles changent. Voilà, c'est que c'est pas normal quelque part, c'est pas normal d'avoir des accidents graves au boulot, quoi. Ouais. Enfin, oui, non mais et l'entreprise doit mettre tout en œuvre pour. Mais attention, je parle souvent des entreprises, mais les ouvriers, les machinistes et tout, ils ont aussi des responsabilités sur les chantiers. C'est que ils doivent aussi à un moment donné respecter les règles. Ils ont aussi des obligations. C'est pas que l'employeur qui doit. On parle souvent de l'employeur et tout, mais enfin les salariés, les collaborateurs, ils ont aussi des obligations. Et c'est quand tout marche bien dans une entreprise. Quand la communication elle marche bien, le management il marche bien. Moi je dis les gens ayez confiance en nous, putain. Moi j'arrive sur des chantiers, alors c'est pas, j'apprécie quand les gens ils viennent me voir et ils me disent hier il y a un camion qui a, voilà, il a failli écraser quelqu'un ou on va améliorer la situation. Et les gars derrière ils te disent merci et ça marche comme ça. C'est pas que les gars ils aient peur de venir vers toi. Donc là je reviens sur le sujet d'avant. Mais voilà, le zéro accident. Je veux juste revenir sur le côté, tu sais où tu disais tout à l'heure que ça devient un argument commercial. Est-ce que il n'y a pas aussi ce côté pervers de ça? Parce que à se dire si ça me permet d'avoir des marchés, parce que voilà, oui ok, il faut que je m'améliore, mais d'un autre côté je vais pas non plus leur inciter à dire qu'ils se sont coupés ou tu vois, alors toute cette démarche là. Tu vois, c'est un peu. Non, mais dès qu'on parle d'argent, tu vois les choses différemment. Oui. Et puis malgré tout, je sais pas. Mais non, mais t'as totalement raison. Et d'ailleurs, les personnes qui nous écoutent, elles ont toutes, peut-être pas toutes, mais toutes plus ou moins vécu des situations similaires où on va rien dire. Ouais. Allez, on dit rien. Ouais. On t'emmène chez le médecin, on s'arrange. Ouais. Parce que c'est pareil. À Genève, quand t'appelles le 144 sur un chantier, il y a la police qui vient. Et puis la police, elle prévient l'inspection des chantiers. Il y a des entreprises, elles sont pas très, elles aimeraient bien. Ouais. C'est pareil, il y a des entreprises, elles utilisent beaucoup de temporaires. Pourquoi? Les temporaires, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Là, je vais m'attirer des. Mais ne pas intégrer les temporaires dans ces statistiques. Enfin voilà, des fois, on a des gens qui nous présentent des chiffres et tout. Tu parlais de rangement tout à l'heure. Ouais. Enfin, je parle dans beaucoup de sujets, mais quand j'arrive sur un chantier, moi, la première chose que je regarde, c'est la base vie. Ouais. Et puis l'aspect général du chantier. Quand le chantier est rangé, des zones de rangement, même dans les zones de stockage, qu'il y ait des accès piétons, que la base vie elle soit bien, qu'il y ait des WC chauffés. Enfin, putain, on respecte les gens, quoi. Ouais, quand les gens ils ont pas de WC sur le chantier, comment tu veux leur parler de sécurité derrière? Enfin, moi le premier. Si je sens qu'on me respecte, et qu'on me donne des moyens de bien travailler, je vais être disposé à écouter ce qu'on me dit, à essayer de faire un beau chantier. Putain, ça fait plaisir. C'est la prise en considération aussi, tu vois. Mais totalement. À partir du moment où les gars, tu te dis, quelque part, c'est du respect aussi, prise en considération. Tu te dis, tiens, on te met tout à dispo pour que tu réussisses. Exactement. Que tu fasses ça bien, que tu prennes soin de toi ou quoi que ce soit, et que tu t'abîmes. Alors après, on n'est pas à l'abri d'un truc, mais en tout cas, on va limiter, quoi. Voilà. Ça, encore une fois, c'est la théorie, hein. C'est un travail de longue haleine, au quotidien, d'échange avec les gens sur les chantiers. Si ça marchait bien, il n'y aurait pas des métiers comme le mien qui existent. Enfin, on est là un peu. Moi, je dis toujours, on peut pas dire la sécurité, c'est le responsable sécurité, et nous on fait les travaux. Ça marche pas. La sécurité, elle est intégrée au processus général de l'entreprise, et la personne qui est à la sécurité doit être une fonction support, d'appui pour toutes les étapes du chantier. En tout cas, c'est ma vision. C'est peut-être pas la vision de tout le monde. Mais à partir du moment où on se dit les problèmes de sécurité sont gérés par le responsable sécurité et nous on gère le reste, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais, enfin, okay. Et puis on croit toujours que c'est des improductifs.
Les gars à la sécurité qui produisent rien, qui font perdre du temps aux gens. Les T'entends aussi souvent trop de sécurité tue la sécurité, enfin. Parfois, ça peut être vrai, d'ailleurs. Mais bon. Ouais, mais si tu donnes les moyens de travailler en sécurité, les gens, ils devraient te dire merci. Ah non, mais moi, je dis, les gars, c'est pour toi. Hein. Tu t'es dans la tranchée sans blindage. C'est pour toi. Non, mais non, mais il y a des. Moi, j'ai des exemples. J'ai vu des gens travailler à une quinzaine de mètres en hauteur, le harnais, point d'ancrage, ils s'étaient pas accrochés. Ils me voyaient arriver, ils s'accrochent sur le point d'ancrage. Okay. C'est pas moi le danger. Bah oui, non, bah après, c'est clair. Hein, mais zéro accident, il y a beaucoup de chantiers qui atteignent les zéro accidents. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Et heureusement, ça, c'est vraiment cool. Du coup, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire pour dérouler un petit peu sur les autres sujets. Alors après, j'ai une autre question. C'est les processus de sécurité des grands groupes peuvent-ils être adaptés au TPE ou au PME? Les processus de sécurité aux grands groupes qu'on va dire qui ont des gros moyens quelque part Exactement. Qui ont des gros moyens et qui ont beaucoup d'accidents aussi. Donc, par rapport au nombre d'heures travaillées aussi. Parce que c'est toujours proportionnel au nombre d'heures travaillées. Un chantier où il y a 500 personnes qui a 20 accidents, c'est peut-être moins grave qu'un chantier où il y a 30 personnes où il y en a 5 quoi. Enfin, donc moi ça c'est une grande question que je peux relire la question parce que c'est simple hein, les processus de sécurité des grands groupes aujourd'hui. Oui, moi je pense qu'ils peuvent être adaptés. Je pense si on parle de processus, c'est l'approche. Quelle approche on a de la sécurité? C'est-à-dire, c'est à la portée de tout le monde de mettre la bonne personne sur le bon poste déjà, une personne compétente. Ensuite, quand elle arrive sur le chantier, lui faire un accueil comme il se doit, un vrai accueil sécurité où on va expliquer. Alors les chantiers se ressemblent à peu près tous, on est d'accord là-dessus, mais chaque chantier a sa spécificité. Voilà. Où on lui présente qui est son responsable, quel est son référent. Quelles sont les règles sur tel chantier, un accueil comme il se doit. Et puis, ça c'est quelque chose qui coûte pas d'argent. Enfin, ça prend du temps peut-être, mais... Il y a certains processus que les grands groupes font, tu dis qui sont assez simples et qui peuvent être adaptés. Mais voilà, de la prévention, souvent on parle de quart d'heure sécurité, on a déjà tous parlé de sécurité. Ou le chauffement, c'est quelque chose qui peut être fait dans les petites entreprises. Un quart d'heure sécurité, souvent c'est les responsables, le contremaître, le conducteur de travaux, le technicien... Le responsable de sécurité qui parle. Et souvent, on n'entend pas les gars remonter les infos. Ouais, c'est que dans un sens, tu dis. Moi, dans mes quarts d'heure sécurité, je dis, les gars, c'est le moment de faire remonter les informations du chantier. Vous y êtes toute la journée sur le chantier. S'il y a quelque chose à dire, c'est maintenant qu'il faut le dire. Et souvent, les gens, ils n'ont rien à dire. Parce qu'ils n'ont pas confiance aussi peut-être, parce qu'il n'y a pas de retour. Parce qu'ils ont peur, parce que moi, pour mon vécu personnel, j'étais dans une société, un grand groupe ici, et ils nous faisaient souvent des quarts d'heure sécurité. C'était bien, c'était... oui, ça va que dans un sens. C'était bien, mais après, dans l'application, c'était différent. Parce que moi, un jour, j'ai pris la parole pour dire écoute, c'est bien ce que vous dites, mais il faut nous laisser le temps. C'est-à-dire que par exemple, quand on doit... C'était plutôt sur les chutes de plein pied. Ouais. Sur ça, il y a beaucoup d'accidents, chutes de plein pied sur ce chantier-là. Et le truc, c'est que moi, j'ai dit, ok, vous êtes sympa, c'est super ce que vous dites, mais le problème, c'est quand, par exemple, moi, je prends quelques minutes pour ranger, tu me dis qu'il n'y a pas le temps. Alors que les chutes de plein pied, c'est le bastin, le morceau de carrelage qui est au sol, des trucs qui gênent et là tu arrives un peu dans le speed et tu te prends dans les pieds et puis tu tombes. Donc c'est pour ça j'ai dit les gars, je suis d'accord, mais il faut d'abord régler, je pense, des problèmes de logistique et d'organisation et ensuite on peut vraiment établir un bon plan de sécurité. Mais ça, c'est peut-être... non, mais t'as raison. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la culture sécurité. C'est qu'il y a des chantiers qui marchent très bien. Tous les jours, ils prennent un quart d'heure. Chacun range son poste de travail. Ou en fin de semaine. Ou... Mais ça, il faut que ça vienne d'en haut. Nettoyage de l'atelier. Il faut que ça vienne d'en haut. Comme ça, mais je pense que les gars, ils soient sereins. Enfin, je sais pas, moi, j'ai moins d'expérience que toi. Mais non, mais je pense que, par exemple, là, dans mon cas de figure, les intentions, elles étaient bonnes. Tu vois, les intentions étaient vraiment bonnes. C'est juste que Mais toi, c'est vraiment, t'avais un sentiment qu'on vous laissait pas le temps de faire bien les choses. Bah ouais, c'était peut-être parce que aussi c'était comme je dis, des fois il y a des messages qui sont strictement, c'est des idées politiques. C'est-à-dire que ta direction te dit, fais ce truc-là, il faut le faire parce que faut le faire. Après, bon bah c'est un action ou deux, mais tu l'as fait. Parce que un chantier bien rangé, bien sûr. Un chantier bien rangé, tu vas me dire si t'es d'accord, un chantier bien rangé, tu vas retrouver plus facilement le matériel. Donc quelque part, tu gagnes du temps. T'en perds pas du temps. Moi, souvent, je parle des accès. Tu prends peut-être le temps de faire un petit escalier au début. Il y a 60 cm.
ça prend du temps. Oui, on n'a pas le temps. Sauf que tous les jours, sauter le mur de 60 cm, et à un moment, tes genoux, ils ont plus le temps non plus, quoi. Ouais, puis un jour, tu vas te louper et tu vas tomber sur l'arête. Et... Donc, c'est... Et voilà, non mais... Quand je parle de culture, c'est qu'il faut que ça soit intégré dans à chaque étape de la construction. Le rangement, la propreté. C'est pareil, souvent, les chantiers, il y a certains chantiers qui sont dégueulasses. Mettre des poubelles, enfin, ranger régulièrement, ça fait plaisir de travailler sur un chantier. Moi, des fois, je vais sur des chantiers, je suis fier de... Le chantier, il est beau, il est propre, les gens, ils travaillent bien, il y a une communication, mais je comprends ce que tu dis, et je l'entends souvent. On nous laisse pas le temps, ou le chef, il nous gueule dessus si on range... Ou ça nous fait perdre du temps. Ou ça nous fait perdre du temps, mais... Donc en fait, c'est juste, des fois, il y a des entreprises, je passe ce message aussi pour les entreprises, pour les technos, tout ça, pour les conducteurs de travaux, il faut quand même trouver un schéma de cohérence. Oui. C'est tout. Il faut être cohérent. Hein, pourquoi aujourd'hui, on a les masques? Parce que c'est l'exemplarité. Exactement. C'est ça. On en parlait juste avant, et tu as tenu à ça, et c'est pour ça qu'on le fait. Donc quand on le fait là, c'est-à-dire que c'est la même chose au chantier. Faut que le contremaître ou le chef de chantier ou ce qu'on veut, voilà, qu'il ait aussi. Ah bah ça c'est un sujet encore qu'on pourrait rajouter en gros. Ah bah oui. En gros, tu peux pas demander aux autres ce que tu fais pas toi-même. Exactement. Moi, l'exemplarité c'est aussi une des bases du travail. C'est que moi déjà, et puis les responsables de l'entreprise, les architectes, enfin. Il faut absolument que les gens, quand ils vont sur les chantiers, ils soient équipés, même pour 5 minutes. Moi, c'est ce que je dis en interne chez nous. Même si tu as juste à aller chercher un plan sur le chantier, il faut que tu sois équipé. Il faut se mettre à la place des gens qui travaillent sur le chantier. Et c'est la première chose qu'ils voient. Les gars, ils sont tranquilles, ils se baladent sur le chantier, ils n'ont pas d'EPI, et nous, on nous impose de mettre... Alors oui, il faut dire ce qu'il y a. Mettre les EPI, c'est contraignant. Hein. C'est pas le sujet parfois, de base, mais... Surtout, non, mais c'est contraignant, les EPI. Surtout l'été. C'est surtout l'été, mais peut-être pas... Ouais, il y a tellement de sujets. Non, mais... Souvent, on discute avec les gens qui veulent se mettre torse nu l'été. Il fait chaud, vous vous rendez pas compte et tout. Mais dans les pays chauds, les pays du Golfe, les pays c'est les gens, il n'y a pas un centimètre de peau au soleil. Mais parce qu'ils ont des vêtements adaptés. Le problème, c'est pas tant le vêtement, c'est qu'il est pas adapté. Nous, on prend des vêtements à haute visibilité en synthétique. Les gens ils transpirent dedans, ça pue, ils en peuvent plus. Il y a peut-être, c'est les vêtements qui sont pas adaptés en fait. Non, mais on est tous d'accord pour dire que le soleil est dangereux. Et l'argument de dire il fait chaud, on veut se mettre torse nu, ils ont raison peut-être parce que leurs EPI ils sont pas adaptés. Mais les pays très chauds, vous allez en Australie ou quoi, les gens ils sont même protégés dans la nuque, ils ont les manches longues, mais ils ont des matières en textile, en coton, enfin des choses amples un peu où. De toute façon, il va falloir trouver des solutions avec les réchauffements climatiques, tout ça, et il va sûrement faire et puis plus chaud. Il y a des changements. Enfin, il y a des changements. La réglementation, elle va un peu se focaliser sur certains sujets, notamment le travail l'hiver, dans les conditions de froid, et puis le travail l'été, dans les conditions de chaleur, parce que effectivement, quand vous êtes étancheur l'été, vous travaillez sur une toiture avec le chalumeau et qui fait 50 degrés. Voilà, c'est des vrais. Non mais. C'est comme ceux qui coulent l'enrobé et tout ça. Alors je peux comprendre qu'ils aient envie de se mettre torse nu, mais vous croisez les mecs au mois de juillet, ils sont noirs. Et puis il y a le cancer de la peau. Malheureusement, ça te tombe pas tout de suite, mais dans quelques années, tu auras un problème de peau parce que tous les jours, t'es exposé au soleil. C'est pareil, les gens qui sont exposés au bruit ou aux produits dangereux. Mais c'est 2 minutes par jour. Et puis c'est 5 jours par semaine. Puis c'est combien de fois par mois et c'est combien de fois dans l'année. Puis un jour, tu chopes un cancer au poumon. Pas de chance, non, c'est pas de chance, c'est que tu t'es jamais protégé. Et mais pourtant, il y a des entreprises où les employeurs ils distribuent des EPI. Oui, bien sûr. Et je dis aux gars, putain, vous avez la chance parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Hein. Il y a des entreprises, elles équipent leurs gars. Profitez-en, mettez vos EPI. Et des fois, c'est un peu dur ce que je dis, mais les gens qui supportent pas les EPI, je leur dis peut-être il faut changer de métier. Il y a toujours, oui, le casque il me fait mal, le bouchon d'oreille il me fait mal, il me gêne, ou les lunettes de sécurité, on va essayer de te fournir, l'employeur essaie de fournir des matériels adaptés. On sait bien qu'on peut pas donner des EPI adaptés à chacun. Il y a toujours des gens qui sont pas contents. Mais au final, c'est contraignant de mettre des EPI. C'est tout. Et là, c'est intéressant aussi ce que tu dis, parce que par rapport au coup de soleil et au cancer de la peau et tout, moi je voulais juste parler aussi d'un truc où je sais pas si on peut considérer accident tout ce qui peut être amiante. Tu vois, typiquement aujourd'hui, c'est un truc où c'est plutôt maladie professionnelle, ça. Ok, parce que pour le coup, y en a où par méconnaissance, où je dis on va aller vite, on va faire ça vite. Des fois, on a l'impression que
il y a un peu une négligence là-dessus, quoi. Bien sûr, et bon, c'est généralement des cas où c'est très court, donc c'est des choses sur lesquelles t'as pas le temps d'intervenir, ou des gens de la sécurité n'ont pas le temps d'intervenir, parce que c'est des chantiers qui sont de rénovation très très courts. Maintenant, maladie professionnelle, ok, mais c'est aussi ces EPI qu'il faut porter, tu vois. C'est aussi cet aspect-là. Déjà, normalement, sur les chantiers de démolition, de déconstruction, il y a un diagnostic amiante qui doit être fait. Ouais. C'est obligatoire. On peut pas envoyer des gens démolir une maison sans qu'avant il y ait un diagnostic qui ait été fait. Puis s'il y a un diagnostic, il faut choisir une entreprise. En tout cas, nous, c'est le travail qu'on fait. On choisit une entreprise qui est agréée par la SUVA. C'est-à-dire que l'entreprise, elle remplit toutes les cases. Tu te dis, l'entreprise, elle a les spécialistes et puis elle a le matériel pour que les gens travaillent en sécurité. Ouais. Donc déjà, si tu fais cette démarche-là, tu peux te dire que les gens, c'est des spécialistes du désaimantage. Ouais. Voilà. Après, tu parles d'amiante, il y a les produits dangereux, l'huile de décoffrage. La résine ou des choses comme ça. Moi, c'est l'huile de décoffrage, c'est pareil. Vous voyez souvent sur les chantiers, on passe de l'huile de décoffrage sur la banche, on la vaporise en plus. Ouais. Donc ça part en microparticules. Et puis les gars, ils la respirent. C'est sûr, ça dure pas longtemps de huiler une banche. Mais ça, c'est répétitif. Et puis vous allez lire l'étiquette du bidon. Ouais. Souvent, on dit, c'est de l'huile bio. L'huile bio, tu prends un verre, tu remplis avec de l'huile et tu bois, tu vas voir ce que ça te fait. Le bio d'une huile, c'est sa capacité à se dégrader dans l'environnement. C'est pas qu'elle est pas toxique. D'ailleurs, vous lisez l'étiquette. Moi, souvent, je prends les gars. Elle est bio. On va lire l'étiquette du bidon. Ouais. Et c'est écrit peut-être mortel en cas de pénétration dans les voies respiratoires. Okay. Ah bon? Les gars, ils le savent pas. Alors, c'est une question de dose. Le gars, il va projeter son huile, il va pas mourir tout de suite, mais toute sa carrière, il respire de l'huile de décoffrage, de l'huile de coffrage, là. C'est pas possible. Alors, c'est chiant de mettre un masque, mais d'avoir un cancer des poumons à 45 ans, c'est quoi? Voilà. C'est la prévention, expliquer aux gens que c'est pour eux. Pour info, il y a un fabricant, j'ajoute un fabricant de banches. J'ai pas envie de me tromper de marque, donc je vais pas dire, mais qui a créé des banches où on n'a plus besoin d'huile. Bon, après, il y en a, ils ont des autres méthodes pour passer l'huile. Ils utilisent des chiffons imbibés, mais il y a rien de mieux que la pompe. La pompe. Vaporiser, Et puis les gars, ils sont comme ça, ils en respirent. Sur le moment, ça fait rien, c'est sûr. C'est pareil, le béton, mettre des gants pour le béton. Ça. Mais moi, le béton, ça me fait rien. Ah, mais ça, c'est au début. Et puis, au bout de 20 ans, on a tous connu des maçons qui ont eu la gale du ciment. Ouais. Et on peut plus travailler avec le ciment après. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'on peut plus exercer son métier. C'est dingue. Parce que la peau, elle supporte plus le ciment et on a des crevasses, ça fait mal. C'est une horreur. Et c'est fini, on peut plus être maçon. Mais ça, pour le faire comprendre aux gens, c'est super compliqué. Le mieux, ce que j'ai déjà pratiqué, c'est les témoignages, non? Faire témoigner une personne qui a cette maladie-là, qui a cette dermatite d'irritation là. Elle vient parler aux autres, dire les gars, moi regardez mes mains. Faites pas les cons quoi. Alors les entreprises, elles font attention, elles font quand même attention. Elles sont à l'écoute, elles donnent du matériel pour le gunitage, pareil. Le gunitage, on commence de voir de plus en plus des gens qui ont des masques à ventilation assistée parce que. Enfin, il y a tellement de sujets, on pourrait en parler des heures, mais... Non, mais il y a des comportements maintenant qui sont... Ça s'améliore, mais c'est tous les jours, il faut... Vous passez le lundi, vous dites des choses sur un chantier, vous repassez le mardi. Il faut répéter, mais parce que les gens... C'est beaucoup de résilience. Voilà. Et ok, donc pour dérouler... Donc oui, je pense que les processus de sécurité des grands groupes peuvent être adaptés. C'est vrai, je le pense quoi. D'accord. C'est juste une volonté de l'entreprise. Ouais, moi aussi, honnêtement. C'est une petite PME, si le patron il est moteur. Toi aussi, Jordan, tu penses que c'est... Ouais, bien sûr. Après, voilà, c'est encore une fois, volonté. Alors après, après c'est plus, il y a des mots qui reviennent un peu, des expressions, je dirais, comportement à risque. Et comme principe de précaution, etc. Donc, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, sur l'analyse du comportement à risque? Comportement à risque, c'est un peu on en parlait tout à l'heure, le sujet pas à la mode, mais souvent, c'est un sujet aussi délicat parce que de dire le gars il a pris des risques, c'est quand il y a un accident, souvent on réduit les accidents au gars qui a pris le risque. Mais on se rend compte quand même qu'on équipe les gens correctement. Il y a des entreprises, elles équipent, elles forment les gens. Et malgré tout, il y a quand même des gens qui prennent des risques. Pourquoi les gens... Non mais c'est vrai, c'est une question de fond. Parce qu'au final, comme on disait tout à l'heure, si le gars il refuse de descendre dans la tranchée qui n'est pas blindée, on n'a pas l'accident.
Et c'est un vrai sujet de fond à développer quoi, avec les gens. C'est pourquoi les gens ils acceptent de se mettre en danger, pourquoi les gens ils acceptent de respirer des produits dangereux. Voilà, c'est. Je pense qu'après c'est peut-être générationnel aussi des fois. Ouais, peut-être parce que, en effet, je pense qu'à changer des gens, peut-être des anciens qui ont toujours fait comme ça, et puis ils se sont dit, bah, de toute façon, il m'est jamais rien arrivé, puis bah, on a toujours fait comme ça. C'est un peu cette question-là, un peu bête, sans se remettre à question, tu vois. En disant, bah, moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je suis maçon, 25 ans que je fais ça. Ouais. Pourquoi je changerais? Aujourd'hui, ça fonctionne bien, j'ai un truc, et puis, en effet, on a plus de, un peu plus compliqué à changer aussi les méthodes de. C'est des mœurs, en fait. Ouais, en fait, c'est rentrer dans leurs habitudes. Et puis, bah, après, va leur dire qu'il faut porter un masque, des lunettes quand tu meules ou quoi que ce soit. Bah non, j'ai jamais mis, pourquoi je me ferais chier? Et puis, en fait, c'est un peu, jusqu'à ce qu'il leur arrive un truc. Et je pense que le témoignage dont tu parlais, ça a du sens. C'est un impact, en fait. Et puis c'est un impact qui est fort parce que c'est un des leurs, en fait. Tu vois, c'est pas toi qui viens un peu en donneur de leçons en disant, bah écoute, tiens, tu sais quoi, là, il faudrait faire comme ça parce qu'aujourd'hui, ça va, mais demain, peut-être que tu auras un problème. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une expérience un peu sur les comportements à risque là, sur ce sujet-là parce que dans ma précédente expérience dans le grand groupe mondial de BTP, on avait développé une formation qui existait sur les comportements à risque, justement. On filmait les gens sur les chantiers, dans leur quotidien. On filmait les accès, on filmait les manutentions, manutention manuelle, manutention mécanique. Puis on montait un peu la vidéo, et puis on regardait la vidéo avec les gens du chantier. Parce que c'est vrai que de se voir, c'est pas pareil que regarder une vidéo de prévention de la SUVA ou d'autres. Les gars, ils se voient en direct. Ils voient leurs copains, ils se voient... Et puis là, ça permet de prendre du recul un peu. Parce que chacun, un jour, vous faites l'essai, vous allez sur un chantier, vous vous posez, vous mettez en mode sécurité. Ouais. Et vous regardez plus que les choses sécurité. Et là, on voit les choses. Parce que oui, quand on est sur un chantier, on pense à son matériel, on pense à l'approvisionnement, la grue, voilà. Et c'est vrai que les comportements à risque, je sais plus, je suis parti là. Non, mais c'est un sujet de faire prendre conscience aux gens qui sont acteurs de la sécurité. Qui doivent la mettre, la sécurité, souvent, genre, ouais, mais c'est lui qui a enlevé la barrière. Quand il y a plusieurs entreprises, la problématique, c'est la coactivité. Alors, il y en a un qui met les barrières, et puis l'autre qui a besoin d'enlever la barrière pour faire son travail, et puis il la remet pas, donc l'autre veut pas faire... quelque part, il a raison, et il en a marre de passer derrière les autres pour remettre la barrière, et puis on se retrouve dans des situations où les gens, ils travaillent en danger, quoi. C'est clair. Donc... C'est pour ça que les gens communiquent sur les chantiers, que la coactivité soit gérée et que... Enfin, le sujet est très 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 vaste. Ah bah oui, il est très très vaste. Et intéressant, je sais pas, on a tous des expériences différentes. Des expériences perso. Là, du coup, pour dérouler, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps finalement. Ouais. Donc là, par contre, je fais la petite pause pub, bien sûr, pour nous. Donc la pause pub, les gars. Donc là, la fin de l'année 2021 est en cours. Bientôt, on va reprendre l'année 2022. On va avoir, il y aura beaucoup d'opportunités pour plein de monde sur plein de postes. Donc les gars, n'hésitez pas à nous contacter en message privé. Que vous soyez chef de chantier, technicien, coffreur, maçon traditionnel, vous évoluez dans les travaux spéciaux, foreur, tout. N'hésitez pas à venir vers moi carrément en MP sur la page Facebook. Et puis voilà, puis on échangera et puis on verra, on essaiera d'étudier votre projet. Gros œuvre et seconde œuvre. Hein. Voilà, gros œuvre accessoirement. Pas que pour les bateaux, voilà, qu'on se le dise. Hein. Électricien, étancheur, voilà, charpentier, menuisier, ferblantier, enfin voilà, on englobe un peu tout. Travaux spéciaux aussi, non? Ouais, j'ai travaux spéciaux, foreur, aide-foreur, bâtiment. Voilà, etc. Bâtiment global. Il y a des formations, il y a plein de choses, on propose plein de choses, donc n'hésitez pas à venir vers nous et on vous répondra avec grand plaisir. Alors ensuite, pour continuer, moi j'avais une autre question, c'était comment parler de sécurité avec ma hiérarchie. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des... Je suis un chef de chantier, je commence dans une autre entreprise, imagine, je sais pas, j'étais dans un grand groupe, et je commence dans une PME, je vois quand même qu'il y a, niveau sécurité, c'est quand même chaud, ça manque un petit peu de matériel, des process sont pas trop respectés, bon, des process, encore les chefs de chantier, je pense qu'ils peuvent les faire eux-mêmes. Tu sens que le chantier est dangereux, quoi. Tu sens que le chantier, tu sens que l'ADN de la boîte, c'est pas trop sécurité,
Ouais, et que, tu peux dire que et que finalement, t'es chef, tu peux être très vite responsable d'un accident très grave. Donc, qu'est-ce que toi, peut-être, tu pourrais conseiller ou qu'est-ce que tu répondrais là-dessus cette question? Bah là, déjà, t'as dit que c'était pas forcément la priorité de l'entreprise. Donc déjà, à partir de ce moment... Non, mais c'est ce que dans ta présentation, tu disais, c'est vrai que c'est pas évident d'arriver dans une entreprise où tu sens que c'est pas la principale des préoccupations, la sécurité. Il faut avancer, on n'a pas le matériel adapté. Là, c'est très compliqué. Voilà. Est-ce que les gens... La vraie question, c'est... est-ce que les gens sont en danger quand ils travaillent? Parce que si tu parles à ton responsable et puis tu vois qu'il s'en fout. Tu vois? C'est pas évident après aller au-dessus. Mais c'est un sujet. Non, c'est un sujet délicat. Non, mais t'as raison. Il y a beaucoup de personnes qui le vivent, qui sont pas écoutées, elles se sentent pas écoutées. Déjà, si on est personnel temporaire qui travaille chez Sigma, je pense que vous les soutenez, les personnes. Enfin, c'est ce que je sais. Donc, n'hésitez pas aussi à faire appel à vos employeurs, à Sigma, mais. Ouais, c'est un sujet. Non, mais on le soutient, mais. C'est un peu une question, pas piège, mais. Non, pas piège, non. Non, mais c'est clair qu'il y a des entreprises, clairement, les gens se sentent en danger sur les chantiers, quoi. Pas du tout. Non, mais c'est clair. Non, mais moi, je pense que. Je pense que les mecs, les chefs, ou ceux qui ont des responsabilités, ou même des fois, même un coffreur ou autre, qui voit que la situation d'entreprise c'est vraiment dangereux, soit il faut refuser. Il essaie d'en parler. Ouais, si voit que aussi, hein. Et puis sinon faut refuser. Ah non, parce mais que des fois c'est vrai que la question c'était comment on aborde avec sa hiérarchie. Mais il faut dire stop au final, quoi. Ouais, voilà, ouais. Encore une fois, on parle souvent, mais le maître mot c'est refuser de travailler. Si tout le monde va refuser, à un moment donné, ils vont se poser des questions. Mais ça existe jamais, ça, quasiment. Que tout le monde refuse, il y a toujours des gars. Enfin, mais il faut dire stop, quoi. Il faut dire stop. Et puis, je suis désolé, si à un moment donné, on vous fait vraiment prendre des risques inconsidérés, il faut arrêter avec cette entreprise, quoi. Ouais. Franchement. Il y a très peu d'entreprises comme ça au jour d'aujourd'hui, je pense, mais il y en a encore, malheureusement. Ouais, mais c'est déjà arrivé notamment à des temporaires qui nous appellent pour nous dire écoute, c'est quoi, faut qu'on regarde parce que je me sens pas tant en sécurité. Donc faut qu'on regarde pour changer d'entreprise ou faire remonter l'information. Ouais, parce qu'il y a des trucs où toi tu maîtrises pas tout, c'est-à-dire que toi t'arrives, t'es là, tu dis ok, sur le global ça a l'air de bien fonctionner, puis il suffit qu'il y ait des situations en répétition sur un chantier ou deux et qui semblent pas, on va dire, de toute évidence, en manque de sécurité. C'est clair que le temporaire, c'est bien aussi, nous on leur dit aussi de nous faire remonter quand il y a des litiges sur certaines choses, ça nous permet d'approcher aussi, d'aller voir, d'approcher, et puis de se dire ok, exactement, écoute mec, sache que c'est compliqué quoi. On peut pas t'envoyer des gars, c'est pour leur faire des trucs que tu ferais pas à tes gars. Tu vois, c'est un peu ça. Il faut que les gens ils sont en confiance avec bien ça. Sûr, pas de faire un canon, ça c'est clair. Mais je comprends que c'est pas facile, hein. On est dans une entreprise, on a envie de travailler, on a galéré pour trouver du boulot. C'est ça. On a des factures à payer à la fin du mois. Ouais. La question, elle est là, en fait. Moi, je sais qu'on a des factures à payer. En fait, jusqu'où tu mets la possibilité à aller aller sur le danger, quoi, en fait. Ah, mais c'est ça. Et c'est des qu'il n'y a fois, pas le matériel adapté. Tu fais quoi? Il n'y a pas le matériel adapté. Ouais, mais le prix de la vie, c'est quoi tu vois, non, mais franchement, il y a des entreprises, ils abusent. Hein. Il y en a. Moi, j'ai une petite anecdote. C'était il y a quelques années sur Genève, une boîte, mais qui n'existe plus maintenant. Et tu sais pourquoi elle n'existe plus? Est-ce que c'est lié à ça aussi quelque part, non? Peut-être. Exactement, les coachs, je sais pas. Mais c'est simple, hein, je suis arrivé sur le chantier. Déjà, j'arrive dans les cabanes. Il n'y avait pas de banc, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste des pointes, donc des clous pour vestir, pour mettre des vestiaires. Ok, bon, jusque-là, ça va. Il n'y avait pas eu l'accueil, tiens, c'est le réfectoire, c'est le truc comme ça n'existait pas. Donc ensuite, je vois que sur le chantier, c'est laborieux. Il y a plein de problèmes. Mais bon, tu t'en rends compte assez vite. Il faut bosser. Enfin, moi, j'arrivais un peu des grands groupes d'ici, et il y avait plus trop de boulot, donc c'était petite entreprise, on va dire que ma mission a duré 1 mois ou 2 mois, puis après j'ai retourné là-bas. Mais donc je suis sur le chantier, je vois que c'est laborieux. Après à midi, juste pour manger, je dis il y a un micro-ondes pour faire chauffer la gamette. Il n'y a pas de micro-ondes. Il y avait juste une sorte de gamate en métal avec 3 cailloux dessous, et puis tu vois dedans il y avait des cailloux genre dans la gamate, et puis tu mettais un petit peu d'eau
pour faire chauffer au bain-marie ta gamelle, tu vois. Ouais. Bon, j'avais jamais vu ça, sans déconner. Je me suis dit, en fait, on est peut-être ailleurs, dans un pays du tiers-monde. On est pas ici. Peut-être que, je sais pas. Et puis après, pour finir, ce qui s'est passé, c'est que dès qu'on mettait des escaliers préfa dans la trémie, on faisait la préparation, tout ça, bah je sais pas, ils protégeaient pas la trémie. Oui, il y avait des risques vraiment vitaux pour les gens. Ils protégeaient pas la trémie. Et à un moment donné, moi je dis au chef, bon bah moi je vais mettre la sécu sur la trémie parce que c'est hyper dangereux. On va pas comme ça. Ouais non machin, il a fait son cinéma, tout. On a toujours fait comme ça ou. Ouais toi tu viens, t'arrives, tu nous fais chier quoi. Tu vois, t'es là, t'arrives, tu viens nous péter les couilles. Je dis, ok, pas de problème. Et c'était l'hiver. Il y a un gars qui est passé par là, tu vois. Parce que on rentrait, on finissait la journée, mais il faisait déjà nuit, c'était 17h. Bah, ça n'a pas manqué, il est tombé. Dans la trémie, il est tombé sur l'étage du dessous. Bah, pété le bras, était dans un état incroyable. Et là, je me suis dit, non, mais là, on pousse les gens au litige. la boîte, j'ai quitté, je crois, une semaine après. Ouais. J'ai dit, là, non, mais là, ça va trop loin. Donc, c'est vraiment pour dire qu'il y a des boîtes. Alors. Ils négligent. Dingue. Je vais dire les choses comme je les pense. Hein. Il y a des boîtes où on a l'occasion d'avoir des responsables qui nous écoutent. Si c'est pas le cas, enfin, je m'adresse à tout le monde. Si à un moment donné vous êtes sur un chantier où il y a vraiment des risques, un risque vital pour les gens, il existe des autorités quand même compétentes qui sont l'inspection des chantiers sur Genève, qui a l'autorité sur Genève ou la SUVA. Et puis, vous pouvez téléphoner à la SUVA en disant, là, il y a quelqu'un qui va mourir ou qu'il y a vraiment des risques très graves. On peut pas accepter, en fait, qu'il y ait des risques vitaux sur les chantiers, quoi. Ouais, voilà. Tout simplement, il existe encore des recours. Voilà, vous appelez, il faut faire une dénonciation qu'il y a des gens qui sont en danger sur ce chantier. Et puis, malheureusement, ça fera plaisir à personne, hein. Mais si on peut sauver des vies, parce que c'est bien de ça qu'on parle, c'est peut-être sauver une vie. Là. Le collègue, il est tombé, il s'est cassé le bras, mais il aurait pu mourir, tomber sur un fer en attente. Enfin, ça aurait pu être bien plus. Il y a toujours la solution, dire stop déjà, et puis si on est toujours libre de partir, enfin de partir. Je répète, c'est pas évident, mais il y a aussi la solution de prévenir les autorités compétentes et de faire ce qu'il faut. Malheureusement, s'il y a que cette solution, mais voilà. Et vous, à votre niveau, avec les temporaires, c'est les mettre en confiance quand vous les accueillez ici et leur dire vous devez refuser de travailler, de vous mettre en danger gravement. Et il faut qu'ils aient confiance en vous aussi, votre capacité à appeler le client. Et puis, c'est clair. Voilà, je peux dire que ça, moi. Si vous avez la chance d'avoir une personne qui passe sur le chantier, qui fait de la sécurité, faut lui en parler. Prenez-le comme un soutien et pas comme une contrainte. Allez lui parler. Vous allez vous confier à lui, vous lui dites qu'il y a des choses qui sont pas normales qui se passent sur le chantier. Et puis la personne, normalement, si elle fait bien son travail, elle va faire ce qu'il faut. Ok. Voilà. Donc, j'espère avoir été. Je pense pour répondre à la question assez rapidement, c'est avec la hiérarchie, c'est simple, c'est soit on en parle et que on voit que c'est entendu et qu'il y a des choses qui vont changer, sinon. Normalement, c'est la hiérarchie déjà qui doit vous en parler au départ. Déjà, bien sûr. Déjà, il y a un problème si vous arrivez que personne vous parle de sécurité, qu'il n'y a pas d'accueil. Toi, tu l'as dit, t'arrives, le bungalow, il est pas adapté, il y a personne qui t'accueille. Des exemples comme ça, j'en ai des centaines. Je reviens parce que là, on est dans le cadre des intérimaires qui arrivent le lundi matin sur un chantier. Personne ne sait qu'il devait arriver ce lundi matin-là. Ah bon? Le gars, il arrive, bonjour, je dois commencer ce matin. Ah bon? Enfin, personne au courant. Puis va là-bas, on va s'occuper de toi. Il y a un gars qui lui dit, tu sais te servir du chalumeau? Le gars, ouais, allez, vas-y. Et hop, c'est parti. Ouais. Et il y a beaucoup. J'insiste souvent sur l'accueil, mais les gens sont pas assez accueillis sur les chantiers. Et ça, on doit les accueillir, les gens sur les chantiers. Ça prend du temps. Il y a peut-être pas le personnel parce qu'il y a le contre-maître, il a peut-être pas le temps. Il a la livraison, il y a le béton qui arrive, mais ça, c'est un temps. C'est ça dans les axes d'amélioration. Voilà, l'accueil des nouveaux arrivants sur les chantiers. Ça fait beaucoup. Alors, il y a des entreprises, elles sont très bien organisées. Puis il y en a d'autres. Vous leur parlez d'accueil des nouveaux arrivants. C'est une catastrophe. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est vrai. C'est comme tout le monde, quoi. Il vient et puis il bosse, quoi. C'est tout. Un peu. Non mais. Ok.
et après, j'ai une dernière question. Donc, je pense que c'est plus pour les entreprises. C'est comment composer production et sécurité. C'est-à-dire, si toi, par exemple, si tu avais un conseil, quelque chose à apporter, comment tu le conseil, c'est planifier quelqu'un qui te dit, contrairement à toi, mais moi, j'arrive pas à bosser si je fais trop de sécurité. Voilà. Alors, c'est la planification. Moi, je disais, mon expérience et puis mes compétences, elles peuvent apporter en amont du projet. C'est-à-dire, dans la réflexion sur le chantier, on parle souvent de concept sécurité, les PHS, les choses, les documents. C'est pas juste du papier. Souvent, c'est mal perçu. On fait du papier. Non, on doit faire tel travail. Comment vous allez faire ce travail en sécurité? À un moment donné, on doit faire du travail en hauteur, donc on sait qu'on va utiliser une nacelle. Et puis la nacelle, on sait qu'il faut des gens qui ont le permis. Et puis dans la nacelle, on sait que les gens, il faut qu'ils aient un harnais. Donc il faut qu'ils aient une sensibilisation, enfin une formation au travail en hauteur pour porter le harnais. Ça s'anticipe en fait. C'est sûr que si le matin on arrive, il faut travailler en hauteur, il faut louer une nacelle en urgence, il faut appeler un temporaire parce qu'on n'a pas le personnel formé. C'est la planification de la sécurité et si j'ai un conseil à donner, c'est sécurité plus qualité égale productivité. C'est-à-dire tout ce qui aura été organisé en amont, matériel adapté, machine adaptée, personnel adapté, on va améliorer la productivité forcément. Alors encore une fois, c'est de la théorie tout ça. Souvent on demande aux gens comment vous allez faire cette tâche-là. Et on se rend compte qu'ils sont pas capables de l'expliquer. On se rend compte qu'ils sont pas capables d'expliquer avec quel matériel et avec quel personnel. C'est-à-dire qu'ils ont le chantier et puis après les gens ils vont essayer de faire au mieux avec le matériel qu'ils ont. Voilà. Et si j'ai un conseil à donner pour c'est quoi? Comment composer sécurité et productivité? C'est dans la planification des travaux. Il faut intégrer la sécurité dans chaque étape du processus. Voilà, même quand on répond à un appel d'offres, si on sait qu'on va devoir ouvrir 40 mètres de tranchée en même temps, il faut qu'on ait prévu 40 mètres de blindage. Et pas dire, ils s'arrangeront, on prévoit 20 et puis ils s'arrangeront. Voilà, la prise de risque, elle commence déjà là. Puis pendant toutes les étapes du processus, si tout le monde intègre la sécurité dans sa façon de penser, et que c'est pas une tâche qui est dédiée à une personne, mais que tout le monde, la productivité, tu te rends compte, on utilise le bon matériel avec les personnes formées. Normalement, la productivité, ça doit couler. Le bon coffrage, le coffrage adapté qui se met facilement, où on prend pas de risques. Avec des gens qui ont l'habitude, qui sont formés, qui sont accueillis, qui sont conscients des risques du chantier, les gens qui sont bien équipés. Enfin, c'est un ensemble de choses. Peut-être que les gens, un chantier bien rangé, bien organisé, la productivité, elle va forcément être améliorée. Alors, il y aura certaines fois des couacs ou des choses qui fonctionnent pas. Mais encore une fois, c'est ma vision des choses. Je pense que c'est pas, il faut pas opposer sécurité et productivité comme souvent on l'entend. La sécurité, ça nous ralentit, ça nous fait chier. Pardon, mais c'est vrai, on peut plus bosser maintenant avec la sécurité. Non, la sécurité, c'est juste. Enfin, on est là pour que les gars, vous puissiez travailler en sécurité. On en revient à la première question, mais le responsable de sécurité, il doit être. On doit voir cette personne comme un atout. Qui nous permette de bien travailler et en sécurité. Et pas, il nous fait chier ou il nous empêche de travailler. Non, c'est. Malheureusement, j'ai le cas tous les jours. Hein. Mais logiquement, si on a bien planifié le chantier, la productivité du chantier, elle doit être... je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais... Si, moi je pense que c'est en effet, comme tu disais, la productivité de chacun aussi qui fait que si tout le monde est conscient des mêmes choses et voit les mêmes problèmes inhérents à son activité, typiquement tu parlais de blindage, si tout le monde sait que on peut pas faire sans avoir tout prévu en avant, finalement, si après les étapes sont bien propres et claires pour chacun, c'est clair que, en fait, ça vient être normal finalement. Mais si finalement c'est un peu cafouillage, parce qu'il y en a qui disent mais non, mais on peut aller plus vite si on fait ça et tout. Ouais, mais tu négliges un peu. Et puis finalement, ça peut aussi créer des fois des incohérences ou sur le truc. Même s'il y en a un qui est censé donner la ligne directrice, finalement. C'est toujours un peu voilà. Je vais donner un exemple. On parle de blindage, tranché. On pense qu'en 2021, on a plus ces cas-là, mais ça arrive encore. Moi, ça m'est arrivé d'arriver sur un chantier,
tranchée ouverte, le gars qui descend dans la tranchée. Et puis les gars, le blindage, il est où? Ah, il faut qu'on appelle le dépôt, voir si... il viendra peut-être cet après-midi ou demain. Alors du coup, on protège la tranchée comme on peut, on fait sortir les mecs. Puis là, on perd une demi-journée. On sait qu'on va ouvrir une tranchée à 3 mètres. Le blindage, il doit être à côté avant qu'on ouvre la tranchée. Enfin, c'est pas parce que le mec de la sécurité, il nous fait chier. Quoi, il nous fait chier en fait. Prévoit le matériel adapté. Si on prévoit le matériel adapté, les gens compétents, c'est-à-dire que on demande de faire des choses aux gens. Vous, quand vous envoyez une personne sur un chantier, vous vérifiez que ses compétences, elles correspondent au poste qui est recherché. Enfin, c'est votre travail, ça. Bon endroit, et puis, bien sûr. Si on met des personnes qui sont pas compétentes pour faire le travail qu'on leur demande, c'est sûr que ça va aller plus doucement, moins bien. Les gens vont prendre des risques. C'est la formation, l'accueil. Encore, je reviens encore toujours sur les mêmes sujets, mais la capacité de dire non, je sais pas faire. Putain. Lors de l'accueil, t'accueilles un gars, tu lui dis si on te demande un jour de faire quelque chose, n'hésite pas à nous demander. N'hésite pas à on va t'expliquer. Parce que voilà, il y a des choses que les gens ils savent pas faire, il faut leur expliquer, puis ça va bien se passer. Bien sûr. C'est pas une honte de dire je sais pas faire. Et souvent les gens ils osent pas dire qu'ils savent pas faire. Et voilà, c'est. Ok. Je pense qu'on a un peu répondu. C'est un sujet intéressant. On pourra redébattre sur d'autres sujets, bien entendu. Ça, c'est sûr. Alors, tout le monde n'est peut-être pas d'accord, mais. Comme des sujets de GPI, c'est pas grave. C'est comme ça on doit faire en sorte que les gens ils travaillent dans les bonnes conditions, quoi. Je pense qu'on a partagé pas mal d'idées pendant cette heure de discussion. Et c'était super. J'ai appris pas mal de trucs, c'était cool. Je pense qu'on a fait déjà un peu un tour sur cette grande question. Et d'autres petites questions personnelles. Passerelle ou échafaudage? Passerelle ou échafaudage pour quel type de travaux? Gros œuvre. Passerelle. Tu vois, les passerelles qu'on met en coffrage, tu vois, en France, finalement. Ouais. Tu sais, on met, Ah oui. Non, mais tu mets en perspective la France et la Suisse, ou en Suisse, pour faire un bâtiment à partir de 3 mètres, il faut obligatoirement monter un échafaudage. Ou passerelle, les consoles que tu mets sur le bâtiment. Exactement. Je vais te faire une réponse de personnes en charge de la sécurité. C'est si l'analyse de risque, si tu considères le plus safe, enfin le plus sécuritaire pour les gens, ça peut très bien être une passerelle dans un cas particulier. Comme souvent on dit, c'est un peu la question piège. C'est sûr que si tu mets un garde-corps, on privilégie toujours les protections collectives. Si tu mets un échafaudage, le bâtiment il est protégé. L'échafaudage, si personne ne le touche, normalement, il ne devrait pas y avoir de chute de hauteur depuis le bâtiment. Donc, je te dirais échafaudage. Si, pour répondre à tes questions, sans vouloir en faire des tonnes. C'est parce que c'est vrai que je pars... c'est dur aussi. Hein. Je pense que... c'est en fonction des cas, c'est en fonction aussi de pas mal de choses. C'est vrai que des fois, l'échafaudage peut gêner un chantier. C'est encore dans la planification, ça. Parce que l'échafaudage, il est posé au sol. À un moment donné, on a des travaux en toiture, mais on a aussi des travaux d'aménagement à l'extérieur. Donc l'échafaudage, il gêne, mais on a encore besoin de la protection en toiture. C'est la planification, l'organisation, et puis on fait une analyse de risque. Et puis, normalement, on doit mettre en place ce qui est le plus sécuritaire pour les gens qui travaillent. Toujours. On privilégie toujours la protection collective à la protection individuelle, par exemple. Mais je te dirais échafaudage, voilà. Okay. Les échafaudages à Genève, c'est voilà, on peut pas faire un bâtiment, ou quasiment pas, c'est très rare. Il faut demander une dérogation, c'est possible, mais il faut vraiment que techniquement on puisse pas monter un échafaudage, quoi. D'accord. Un petit mot de la fin, Jordan? Non, mais je pense que c'est cool pour tout le monde. Enfin, là, les différents sujets qu'on a pu avoir à travers ces questions qui sont loin d'être simples en soi. C'est vrai. C'est des sujets. De toute façon, c'est des sujets du quotidien et je pense que c'est bien de faire un petit piqûre de rappel à tout le monde pour le coup. Et voilà, je pense qu'il faut pas négliger la sécurité au profit de la santé, quoi. Petit mot de la fin à rajouter, peut-être, Fabrice? Le mot de la fin à vous, à tout le monde, c'est que voilà, il faut communiquer, il faut faire confiance, il faut essayer de faire confiance et puis se faire confiance à soi-même. C'est à un moment donné, si c'est dangereux, qu'on se rend compte que c'est dangereux, n'attendons pas que le chef nous dise c'est dangereux, arrête. On a le droit tout un chacun de se mettre en sécurité, de remettre une barrière, de dire à son collègue aussi. Des fois, il y a le collègue à côté de soi qui prend des risques, on peut lui dire, un jeune ou un moins jeune, fais attention à toi. D'être bienveillant les uns envers les autres, en fait. La bienveillance, souvent c'est un terme qui revient souvent, mais l'empathie et la bienveillance, c'est d'être bienveillant les uns envers les autres, se soutenir, solidarité sur les chantiers. Et puis voilà, je pense qu'il y a plein de contremaîtres, plein de chefs qui sont contents quand leurs gars leur font remonter des situations à risque. Parce qu'ils peuvent pas tout voir. Donc
C'est un sujet qui doit concerner tout le monde. Voilà le mot de la fin. C'est pas un sujet. c'est pas moi, c'est mon métier, ouais. mais c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ok, extra. Moi, ce que je rajouterais, c'est toute la communauté Infactus. Sur la page, vous pouvez constater que les accidents qu'on a en France ou en Suisse ou partout, j'essaie quand même de les partager et de dire faites attention, c'est très vite arrivé. Et franchement, je crois que sur cette année-là, on a eu quand même beaucoup de morts sur les chantiers. Et je tiens vraiment à le dire. Et franchement, les accidents, ils auraient pu être évités. Totalement. Donc c'est toujours... Ça n'arrive pas qu'aux autres, quoi. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Faut faire attention. Des fois, prendre juste 2-3 minutes à réfléchir ce qu'on fait. Et des fois, remonter certaines informations et dire stop. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était passionnant. J'espère qu'on pourra en refaire un sujet passionnant. Peut-être sur les EPI, tout ça. Peut-être qu'on pourra réagir sur notre sujet. Donc voilà, je pense qu'on a un peu tout dit. Et puis je vous souhaite une bonne soirée. Et puis n'hésitez pas à partager l'épisode pour le montrer au plus grand monde. Et puis sur ce sujet qui est super passionnant. Et puis s'il y en a qui ont des questions, pour des questions, il ne faut pas hésiter. Et du coup, on peut te retrouver sur LinkedIn, je pense. Ouais. Tu étais un peu connecté sur. Je suis Fabrice complètement connecté. Voilà. Fabrice Emma sur LinkedIn, Jordan Charret aussi. Ouais. Donc les noms sont écrits dans la description. Donc voilà. Et puis à tout bientôt. Et puis bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Ciao.